Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Sophie Fontanelle, journaliste de mode et romancière. On peut notamment lire sa plume percutante dans les colonnes de l'Obs. Avec Sophie Fontanelle, nous avons beaucoup parlé de vintage et de seconde main, mais aussi de surproduction, de ses cheveux blancs qu'elle assume fièrement, et de la représentation des femmes de plus de 50 ans dans la mode. Car Sophie Fontanelle a posé nue sur les réseaux sociaux pour lutter justement contre l'invisibilisation du corps des femmes après 50 ans. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors on va commencer par parler de vintage, de seconde main, parce que vous avez collaboré avec Le Bon Coin, vous collaborez avec Le Bon Coin. Et je me demandais quel était votre rapport à la mode vintage, de seconde main, et comment ce rapport avait évolué au fil des années. Avec Le Bon Coin, je collabore sur les objets. Mais c'est très important, le lien entre les objets et les vêtements. Parce que une fois que on a acheté des jolies choses, des jolis vêtements vintage, en fait, moi je pense qu'il faut l'environnement qui va avec. En fait, c'est un art de vivre, voilà. Donc mon rapport avec la mode vintage, il vient c'est des raisons économiques au début. C'est que ma famille, elle n'était pas extrêmement riche, sans être d'ailleurs pauvre. Une fois qu'on était allé au Club 20 ans, ça s'appelait, au Galeries Lafayette, et qu'on avait acheté un pantalon de velours, un truc un peu... en fait, on se rendait compte que ça avait un certain prix, et puis on pouvait prendre 2 trucs par an. Et quand, à l'adolescence, j'ai découvert le vintage, j'ai vu qu'en fait, on pouvait prendre 10 trucs si on voulait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à tomber dans le seau du vintage. Donc très tôt. Le vintage, ça peut être très cher, on va peut-être en parler à un moment. Ouais. Mais très tôt, j'allais aux puces, j'allais dans les brocantes, j'adorais ça en fait. Et aujourd'hui, vous avez gardé ce même rapport au vintage ? Oui, en fait, ce que je dois dire aussi, ce que je dois préciser, c'est que c'est à l'adolescence que je suis tombée dans le vintage. Et en fait, je suis tombée dedans parce que j'allais au cinéma et je voyais des femmes habillées d'une façon qui me faisait rêver. Par exemple, Monica Vitti vient de mourir. Je regardais des films avec Monica Vitti et je me disais, oh là là, mais j'aimerais être comme elle. Et les vêtements de Monica Vitti, on les trouvait pas dans le commerce. Il fallait aller les chercher aux puces. Il n'y avait pas de friperie à l'époque, mais non, voilà. Enfin, fallait les trouver par les moyens du bord. Aujourd'hui, je chine principalement parce que je ne trouve pas, alors que c'est mon métier, dans les marques, je ne trouve pas ce que je cherche. Voilà. C'est peut-être pour ça que pour un certain public, la marque Céline est diaboliquement efficace, puisque elle propose des vêtements que moi je sais on peut trouver dans les friperies. Elle les propose légèrement, ils sont neufs, ils sont peut-être retaillés de manière mieux, je sais pas, j'en suis même pas sûre, mais en tout cas, les gens ils se disent voilà, j'ai ce look sans avoir à fouiller dans des rayonnages crado, ils ont la chose toute propre. Moi, c'est parce que je trouve pas. Juste avant de commencer ce podcast, on parlait moi de mon pantalon. J'aime bien les grands pantalons immenses, très larges, un peu à la Catherine Hepburn. Alors, soit c'est très cher. Chez The Row, il y en a des très beaux, la marque The Row, mais voilà, ou j'ai pas l'argent à mettre dedans, ou j'ai pas envie de mettre l'argent que j'ai dedans, et du coup, je m'achète un pantalon trop grand, je trouve dans une fin de série des soldes, et puis je me rajoute des pinces, et le mieux encore, parce que la matière sera plus belle, c'est d'aller dans une friperie et de trouver un pantalon trop grand. S'il a résisté, vous avez 30 ans, c'est qu'il est de bonne qualité. Ouais, c'est vrai. Et je rajoute des pinces et je me fais mon pantalon Catherine Hepburn. Ok,
C'est une bonne alternative. Et que vous procure un vêtement chiné que ne vous procure pas un vêtement neuf? J'ai l'impression, quand je porte quelque chose de chiné, que je suis une héroïne de cinéma. J'ai l'impression que je rentre dans l'histoire, en fait, et que je suis les archives de l'INA, vous voyez, mais en moderne. Parce qu'attention, aujourd'hui, quand moi, mon métier, c'est d'être critique de mode, à l'intérieur des défilés, le public, c'est beaucoup de gens habillés avec des vêtements neufs, et à l'extérieur, les gens qui peuvent pas entrer, qui sont des amoureux de la mode, des forcenés, souvent très jeunes, ils sont tous habillés avec des vêtements des fripes. Et ça me frappe à chaque fois de voir que ils ont un côté comme ça, ils sont un peu des héros. Ils se font des looks à la Truman Capote, ils se font des looks... Je sais même pas s'ils savent qui est Truman Capote, que c'était un écrivain, je sais même pas. Mais on voit bien que ça continue, eux aussi, ils rêvent quelque chose d'autre que ce que la mode propose. C'est intéressant. Et d'ailleurs, c'était le titre d'un de vos articles dans l'Obs. Qu'est-ce que chiner veut dire? Ça me travaille. Donc, je pense que l'Obs, l'Obs, c'est un journal particulier parce que c'est un journal où les gens, quand même, qui lisent l'Obs, ils ont quand même un pouvoir d'achat, on va dire. Donc, c'est des gens qui dépensent de l'argent pour s'habiller tout en méprisant cordialement les vêtements et en considérant que c'est vraiment futile. À chaque fois, je me fais, quand mes articles vont sur Twitter, pas plus tard qu'hier, j'ai passé un article sur, j'ai dit mon hiver en chaussures dérangeantes, parce que j'avais des espèces de grosses bottes, comme ça, Balenciaga, c'est vrai qu'elles peuvent être repoussantes pour un œil non exercé. Et celles-là, on peut pas les trouver en vintage, je sais pas. Et bien, il y a quelqu'un qui a dit, en route pour le prix Albert Londres, qui est un grand prix de journalisme, qui voulait dire que évidemment, j'étais nulle, en fait, de parler de ça. Donc, j'ai affaire à ce genre de lectorat. Et moi, j'ai écrit qu'est-ce que chiner veut dire, parce que je sais que j'allais un petit peu les séduire et les attraper, parce que ils ont l'impression que c'est beaucoup plus vertueux de chiner. Et peut-être on va voir que ça ne l'est pas. Il y a trop de vêtements sur cette planète. Donc, si on en chine aussi, on crée un désir. Voilà, mais ça, on va y venir, exactement, ça fait partie de mes questions, mais je vais rebondir peut-être sur ce que vous venez de dire, parce que ça faisait partie de ma liste. On a l'impression aujourd'hui vraiment que la plupart des gens, et vous l'avez dit, trouvent que la mode c'est superficiel. Pourquoi on ne prend pas plus au sérieux les vêtements, l'industrie textile, alors que tout le monde s'habille? Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a le fait que la mode, alors qu'elle n'était pas faite, elle n'était pas pensée par des femmes, mais elle a toujours au début. Mais elle a toujours été considérée comme un truc de femme, quoi. C'est faux. Si vous regardez comment les hommes s'habillaient à l'époque de Louis XIV, vous voyez bien que la mode, c'est quelque chose de mixte. Mais il y a vite eu une histoire. Un mannequin, c'était une fille. Les couturières, c'était souvent des femmes. Et puis il y avait les magazines féminins qui montraient de la mode. Et donc on a un peu trop vite considéré, donc c'est de la misogynie, je dirais en premier, pour répondre à votre question, on aurait vite considéré que c'était un truc de bonne femme. Aujourd'hui, à notre époque, si aujourd'hui c'est à notre époque, il y a en plus les influenceurs, dont souvent on dit les influenceuses, ou même quand on dit influenceurs, on cible un peu les influenceuses. Et il y a encore des gens qui sont là comme... On a une espèce d'image que c'est une espèce de dinde qui porte n'importe quoi. Et en plus de ça, c'est en plus, dans l'esprit des gens, je ne dis pas que je pense ça, une prostituée, puisqu'elle se fait payer parfois pour payer des vêtements. Donc il y a un mépris, et ça n'arrange rien à la perception de la mode. Mais maintenant, les gens qui n'aiment pas la mode, et qui la méprisent, sont aussi de terribles ignorants. Parce qu'ils ont qu'à aller dans un musée, et ils vont voir que ce qui vous fait passer d'époque en époque dans les tableaux du Louvre, c'est la manière dont les gens sont habillés. Et ils vont voir que sur une fresque étrusque, il y a déjà un grand soin apporté à sculpter, en fait, le vêtement. C'est très, très important.
quand les gens me disent que c'est pas important le vêtement, ça m'amuse puisque on a tant de débats sur le voile. Quand on dit ah non mais les femmes elles se mettent en pantalon, j'ai écrit là-dessus. Et puis les hommes, c'est compliqué quand ils se mettent en jupe. Mais la moitié de l'humanité, enfin pas la moitié de l'humanité, mais disons un tiers de l'humanité vit en robe en fait, dans des sortes de grandes djellabas, dans des kurtas, donc c'est un faux débat. C'est-à-dire que je pense que les gens qui n'aiment pas la mode sont des ignorants. Voilà. C'est vrai que le vêtement a un certain pouvoir, dit beaucoup de choses de qui on est, de l'époque dans laquelle on vit. Donc, on aime penser que la mode et le vêtement, c'est différent. Ouais. Mais c'est pas différent. Et nous avons fabriqué de la mode quelque chose de complètement comme ça, avec les shows de spectaculaires. Enfin, on en a fabriqué quelque chose, certes, qui peut énerver, mais ce qui fait que des hommes mettent une cravate plus courte, plus longue, pas de cravate, ne nous y trompons pas, ce sont des phénomènes de mode. Et toujours hier sur Twitter, maintenant je ne vais plus sur Twitter qu'une fois par jour le soir, parce que sinon je deviens dingue, parce que j'ai envie de répondre aux gens que je trouve tellement bêtes, quoi. Donc j'ai répondu à quelqu'un qui me disait, j'ai mis que les habits faisaient bouger les mentalités. Parce que l'article que j'ai écrit dans l'Obs à ce moment-là, l'article qui est en ce moment en ligne s'appelle « Un homme qui bouge ». Donc ça montre comment est-ce que la mode masculine bouge beaucoup plus que la mode féminine, parce que l'homme bouge, en fait. Il est lui aussi, il a des préjugés, il est coincé, il n'y a pas que nous. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais est-ce que les habits font bouger les mentalités, même à Abu Dhabi ?» avec un jeu de mots sur Abu Dhabi. J'ai dit bah oui. Alors il savait plus quoi répondre. Je lui ai dit bah oui, parce que là-bas, on a tellement peur que ça fasse bouger les mentalités qu'on vous interdit même de changer de vêtements. Donc il y a un énorme travail à faire pour que les gens comprennent que ce qu'ils se mettent sur le dos, c'est signifiant. Voilà. Je suis bien d'accord. Pour revenir à l'article que je citais juste avant, vous dites que chiner n'est pas réservé à une élite. Et pourtant, au fil de mes discussions, les gens n'arrêtent pas de me dire, les fripes n'arrêtent pas d'augmenter, le prix des vêtements en friperie, en seconde main n'arrête pas d'augmenter. Qu'est-ce que vous pensez, vous de ça? Du coup, on garde quand même une seconde main, du vintage accessible, ou ça devient de plus en plus difficile de s'acheter des vêtements vintage? Alors moi, je trouve que il y aura toujours un petit malin qui ira acheter chez Fripstar, qui est une friperie, par exemple, vraiment pas chère, où c'est à 10 euros, 5 euros, 15 euros. Il ira toujours s'acheter quelque chose qu'après, il fera dans la boutique à côté plus cher. C'est la vie. C'est tellement pas cher, les fripes, à dire vrai, que et puis les gens veulent se débarrasser des choses. Vous avez les friperies et vous avez les brocantes. Les gens, ils disent, pourvu que je rentre chez moi sans toute cette merde. Donc ils sont ravis quand quelqu'un le prend et prêts à descendre le prix terriblement. Et de toute manière, ils vendent pas cher. Alors quand on dit que c'est cher, on parle d'autre chose. On parle il y a des petits malins qui tout d'un coup font leur boutique plus chère, mais enfin on n'est pas obligé d'y aller. Et ensuite on parle comment vous dire, un beau Levi's 501 délavé d'origine, c'est-à-dire qui avait été brut, qui a été porté, et pas un truc qu'on a fait semblant de nous faire croire que c'était un vieux, quoi. Aujourd'hui, si vous avez de la chance, vous le trouvez à 5 euros, mais il est fort probable que dans les gens qui trient dans la friperie, il y ait quelqu'un qui se soit dit ça a plus de valeur, et qui le mette à 30 euros. Parce qu'il sait que ça a plus de valeur, même s'il est troué. Parce qu'en fait, ce qui va faire sa valeur aussi, c'est de le repriser et tout. Ouais. Donc, il y a quand même une conscience de la valeur des choses qui fait monter le prix, mais ça me paraît normal, puisque c'est... Et si je prends, par exemple, les vêtements Saint-Laurent Rive Gauche. Les vêtements Saint-Laurent Rive Gauche, il y a quelques années, on les trouvait entre 60 et 120 euros, à peu près. On trouvait des vêtements Saint-Laurent Rive Gauche. Aujourd'hui, vous continuez parfois d'en trouver à 60 ou 120 euros, c'est très rare. C'est très rare. Vous pouvez. C'est ce que font les gens qui ont des boutiques vintage. Ils les trouvent. Oui. Donc, vous le trouvez. Vous pouvez le vendre à 200 euros, 300 euros. Donc, ça a monté. Mais il faut voir que c'est des pièces de collection. Il y en a presque plus. Et ensuite, sur certains sites, tout d'un coup, vous allez le trouver à 1700 euros. Et vous savez quoi? Ça se vend. Ça se vend parce que il y a toujours quelqu'un à l'autre bout du monde qui se dit ah mais si c'est cher comme ça doit être très très rare. C'est toujours rare un vêtement Saint-Laurent Rive Gauche, toujours rare.
Mais il y a quelqu'un qui va l'acheter même à ce prix-là. Donc évidemment, les prix montent. Mais en vrai, on trouve encore des choses à 5 €. Je cherchais l'autre jour des cravates. Je suis allée sur Le Bon Coin, j'ai cherché mes cravates. Ben, il y a des cravates, même Hermès, à 5 €. En soie. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent s'en débarrasser. Donc, qui c'est qui veut des cravates à part moi? Est-ce que vous pensez, comme on peut lire parfois, que le vintage va sauver le monde, la mode, que c'est vraiment l'avenir de la mode durable? Alors ça, j'en sais rien du tout. Parce que j'ai vu, peut-être comme vous, ce reportage où on voit que les vêtements qu'on met dans les bennes partent dans des containers, vont au Ghana, à la ville d'Accra, où ils sont mis au bord de rivières, qui font des montagnes, que là-bas, ils prennent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent pouvoir vendre et utiliser, et puis tout le reste, qui est juste pas possible, quoi. En fait, ils le jettent, et ça fait des montagnes qui vont dans la mer. Moi, ce que je crois, c'est que ce qu'on ignore, c'est que le vintage pollue aussi. Qu'il y a à Marseille des containers, il y a des cargos qui arrivent avec des containers chargés de vêtements qui sont mis dans des... on peut pas il faut des machines... faut des grues spéciales pour porter ça, c'est très très lourd. C'est des ballots qui sont après... je connais l'entrepôt qui fait ça. Vous pensez bien qu'en amoureuse du vintage, je suis allée là-bas, ils ouvrent ces ballots. C'est des quantités invraisemblables de vêtements qui viennent des États-Unis, beaucoup. Parfois, il y en a qui viennent de ex-Union soviétique. Parfois, mais là, c'est des États-Unis, moi, ceux que j'avais vus. Et puis ça va être destiné, c'est un grossiste pour les friperies. Donc ça vaut rien, quoi. Mais petit à petit, ça finit quand même par enrichir des gens. Ouais. Enfin, tout ça, ça pollue. Les cargos, Alors, première chose, la manutention de tout ça pollue. Ensuite, il y a quelque chose que je trouve dangereux dans un monde où on ne consommerait que du vintage. C'est l'idée que nous n'avons plus rien à créer. Donc moi, je la trouve incroyablement triste. C'est que on arrive à s'en sortir en ce moment parce que reviennent à la mode les vestes avec des très très grosses épaules comme ça, comme on avait dans les années 80. Et puis on se serre la taille, donc on change un peu les boutons de la veste. Donc on peut s'acheter la veste vintage, on se fait un look très Balenciaga en fait. Et on achète un grand manteau de cachemire bleu marine qu'on va trouver, encore une fois, pas très cher en fripe. Enfin, donc on peut se faire le look, mais ça va pas durer. C'est-à-dire que ça, c'est une mode géniale, faut dire, absolument géniale. C'est une mode où on s'habille dans des vêtements gigantesques, mais on peut pas faire qu'une ressucée comme ça. Même si il y a quelque chose chez Balenciaga qui me fascine d'avoir pris ça à bras le corps et d'avoir dit qu'est-ce qu'on fait de moderne avec ça? Qu'est-ce qu'on fait de très moderne comme allure avec ça? Les jeunes qui sont dans les écoles de mode, ils vont vouloir montrer de quoi ils sont faits. Si on déplace ça au monde de l'art, si on dit ben voilà, en art il y a on va refaire David Hockney parce que maintenant en fait on est arrivé à saturation, les yeux sont arrivés à saturation, on va refaire David Hockney, on va refaire tous les artistes qu'on a maintenant, et on va arrêter d'inventer parce que on n'en peut plus en fait. Ça va pas. Donc en mode, il faut absolument qu'il y ait des gens qui comprennent leur époque. Là, pour l'instant, on est en train de la comprendre par le vintage, mais si ça se trouve, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Ça se trouve, on va tous se retrouver avec un peu des grandes robes. Très sobre. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va peut-être il y aura un no-look qui tellement inouï aujourd'hui à imaginer que on va dire ah non peut-être qu'on voudra tous être pareils avec quelque chose, avec des choses qui nous différencieront qu'on ne peut pas imaginer encore. Bon, moi je serai étudiant en mode, c'est là-dessus que je travaillerai sur et pas aller imiter les autres. Ouais. Hein. Ni les époques passées. Et faire preuve de créativité. Et est-ce que il y a aussi une dérive qu'on peut identifier sur le vintage, c'est que c'est alimenté par notre surconsommation de neuf? C'est... Alors, attention, je parle peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ça, qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est ce truc de bobo? Parce que quand on va dans un H&M et dans un Zara, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et surtout pendant les soldes. Parce que on faut jamais oublier que c'est un confort de se dire je vais plus acheter chez H&M, je vais plus acheter chez Zara. C'est en général les gens qui disent ça, c'est soit des gens très jeunes, très idéalistes et qui de toute manière n'ont pas beaucoup d'argent et qui ont compris que les friperies
c'était parfait. Mais sinon, c'est des gens qui... oui, quand on dit que... L'autre fois, j'avais une amie qui me disait « Je préfère avoir une très belle chemise, mais une seule. » Mais sa très belle chemise, elle vient de chez Charvet. Elle a été faite en demi-mesure. Elle coûte 400 €. Donc, oui, évidemment. Celle-là, elle est quand même faite pour durer. À part si on s'en lasse et qu'elle me la donne. Mais, Petit message. Mais donc, la réalité, c'est que les gens, ils ne peuvent s'offrir, pour leur satisfaire un besoin de superficialité que je trouve qui nous fait vivre aussi. Ils peuvent aller aux dernières soldes de H&M. Et là, ils peuvent se faire plaisir. Sinon, ils n'ont pas les sous pour se faire plaisir. Donc la surconsommation, ces gens-là, ils rêveraient de surconsommer. En fait. Ils rêveraient d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir acheter plus de choses, pour se faire des looks mortels, etc. Voilà, donc c'est moi qui dit que je déconsomme. Et c'est parce que j'ai eu accès à tout, c'est parce que je peux m'offrir absolument tout que je me fais une soupe de poireaux le soir et que je suis hyper contente parce que je sais hyper bien la faire, parce que j'ai toute la culture de comment on fait pour qu'elle soit un peu snob comme ça, pour qu'elle soit bon. C'est un luxe en fait, la déconsommation la plupart du temps. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens finalement d'avoir d'autres alternatives et d'accéder à autre chose, aussi à l'information, aussi à tout ça. Vous savez, il y a quelque chose. Enfin, je peux parler du milieu que je connais là. Les gens qui déconsomment en vêtements, ils déconsomment pas en objets d'intérieur, hein. Et ils déconsomment en voyage par la force des choses, mais dès qu'ils ont l'occasion, ils déconsomment plus en voyage. Ils font un très beau voyage, donc ils déplacent leur consommation sur autre chose. Et s'ils le font, c'est parce que le confinement leur a montré, ils ont rangé comme tout le monde, qu'ils avaient tellement de vêtements que, de toute manière, c'était stupide d'en racheter d'autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut déplacer le problème et que du coup, ça résout pas forcément tout ça. Je voulais aussi vous poser une question sur le prendre soin des vêtements et notamment avec les vêtements vintage qui ont une histoire, qui ont vécu. Est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir en prendre plus soin qu'un vêtement qu'on aurait acheté en fast fashion par exemple et qui est reproduit à l'infini et qu'on voit mille et une fois dans la rue? Est-ce qu'il n'y a pas un attachement un peu différent aux vêtements qui a vécu déjà? Alors la première idée qui me vient à l'esprit, là, c'est que je ne pense pas avoir dans mon placard qui subit des tris réguliers. J'avais plus rien à ranger hier. J'ai rangé le placard à riz et à pâtes. J'adore ranger. Mais je range tellement tout ça. Je trie, je donne, je fais je sais le goût de mes amis, les filles de mes amis qui n'ont pas de sous, la dame il y a une gardienne dans mon immeuble, donc je lui donne des choses, qu'elle va vendre, elle, mais tant mieux, une fois que je regarde tout ce que j'ai, la chose à laquelle je pense là, je n'ai quasiment pas de vêtements Zara ou H&M. J'en ai quasiment pas. C'est-à-dire que j'en ai pourtant acheté, si vous saviez. Pour me changer les idées, c'est-à-dire très souvent, il faut souvent changer les idées, je travaille beaucoup, j'allais chez H&M, voilà. Comme ça, comme on regarde une série, vous voyez, sur Netflix, c'était ma série à moi, j'allais me balader. Et donc j'en ai acheté beaucoup. Il y a quasiment rien qui reste, à part des pantalons blancs, peut-être, voilà. Parce qu'ils sont très bien faits, faut reconnaître. Et certainement c'est une horreur la manière dont ils sont, parce que c'est de l'époque où on faisait pas trop attention que je les ai. Mais je les ai plus ces vêtements-là. Donc le vêtement, est-ce que je prends plus soin du vêtement vintage? Je sais pas, je prends soin de mes vêtements dans l'ensemble, ou alors je les mets en boule, mais c'est parce que c'est voulu, je veux que ça ait pas un côté apprêté. Je sais pas si j'en prends plus soin, mais j'y tiens plus qu'au reste. J'ai prêté un petit veston d'écolier. J'étais allée au Japon, je suis allée au Japon il y a 4 ans. J'avais pris un petit veston d'écolier, comme ça, trop joli, un petit uniforme bleu marine. Alors il est joli parce qu'il fait de toutes petites épaules. Et je l'ai prêté à une copine
qui allait à un cocktail et qui cherchait une petite veste serrée. Donc je lui ai dit, bah voilà, je la prête. J'ai complètement oublié que je lui avais prêté et l'autre jour, je ne trouve plus le veston. Je suis devenue folle. J'ai tout retourné. J'ai appelé mon frère en Normandie en lui disant, je suis sûre que je l'ai oublié chez toi. Il m'a dit non, qu'il avait tout fouillé. Je l'ai insulté, j'ai dit que c'était pas vrai, qu'il mentait, qu'il l'avait mal regardé. Et finalement, tout d'un coup, je me dis, et si je l'avais filé à Lisa? Et donc j'ai appelé Lisa, j'ai dit, mais je t'ai pas prêté un blazer? Elle me fait, oui, elle dit. Ah, mais j'ai complètement oublié. Bon, j'ai commencé à grogner. Elle n'avait pas du tout l'intention de me le voler, hein, du tout. Hein. On avait juste oublié, elle et moi. Mais je me rendais compte que j'étais très malheureuse si je perdais cette veste. Parce que c'est pas facile à trouver, si vous voulez. Le truc du vintage, c'est que vous trouvez ce truc. Combien ça coûtait? Je peux pas vous dire. Je me souviens plus du prix. Ça devait être pas trop cher, mais pas cher, voilà. Et j'ai acheté ça et j'avais l'impression d'avoir un trésor, quoi. Ouais. Je me souviens, je l'avais mis devant mon lit pour dormir. Et je m'étais dit, c'est fantastique, ça va avec tout, c'est bien fait, les finitions sont parfaites, donc j'y tiens énormément. J'en prends pas soin parce que de toute manière c'est résistant. Le propre des objets vintage, c'est que s'ils ont traversé tous les containers que vous imaginez, c'est qu'ils sont résistants. Plus les pressings, plus parfois les machines à laver. Ouais. Oui, c'est vrai que normalement, s'ils ont tenu 10, 20, 30 ans, c'est que ils tiennent bien. Dans la presse, vous êtes souvent cité comme une icône de mode. Vraiment, dans tous les articles que j'ai pu lire, il y a ce mot-là qui revient régulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce titre-là ou de ce qualificatif? Oh là là, j'en pense plein de choses. D'abord, j'en pense que c'est un long chemin. Parce que quand je regarde mes looks d'il y a quelques années, je me dis, il aurait fallu être audacieux pour dire icône de mode. J'ai fait toutes les erreurs imaginables. J'ai pu, je sais pas, je me trompais, je me trompais dans les couleurs, je me trompais je surjouais des choses, je sais pas. J'étais connue au journal Elle où je travaillais pour me vautrer à J+3 des défilés. C'est-à-dire le premier jour des défilés, j'étais habillée normalement. Le deuxième jour, je me disais, tiens, c'est les shows, je vais me mettre un petit peu comme ça. Et le troisième jour, j'arrivais avec un bermuda de flanelle, des collants en résille rose. J'étais devenue folle, en fait. Je pensais que je défilais moi-même, pour une marque. Et c'était totalement raté. On avait une espèce de grand break, une espèce de bétaillère, on appelait ça pour faire les défilés, une camionnette. Ça a un nom, c'est un espace. Et c'était gênance, quoi, de mon look. Donc c'est un travail, c'est un amour du vêtement qui m'a amené à réfléchir, en fait, à qui j'étais, à ce que je pouvais, à qui je voulais être, au lieu de me projeter sur d'autres looks, à qui moi j'étais. Ça a été un long travail. C'est venu avec aussi un pouvoir d'achat qui m'a permis d'avoir accès à quelques vêtements tellement beaux. Et il y avait Céline à l'époque de Phoebe Philo. Vous achetiez un pantalon gris et de flanelle là-bas, si vous voulez. J'ai encore ces vêtements. Ça coûtait très cher, mais l'habit, c'est injuste. Hein. C'est injuste parce que c'est tellement cher. Aujourd'hui, il y a la marque The Row qui fait ça. C'est sublimement coupé. Voilà. Donc j'ai eu accès à ça et ça m'a calmé. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai dit mais j'ai fait comme ma copine. Moi, je préfère avoir quelque chose de très beau, mais une seule pièce. Ben voilà, j'ai fait ça. Et puis ensuite, mon amour du vintage a fait et que je suis allée voir des couturières en disant est-ce que vous pouvez me le refaire? Est-ce que vous pouvez me le refaire en tissu de chemise? Est-ce que vous pouvez? Et je suis repartie dans une voie moins chère. Voilà. Donc ça a été le début de cette façon de devenir une icône de mode. C'est que j'ai commencé à prendre ma personnalité. Je me souviens d'une copine qui m'avait croisée à un show et il y avait des gens qui me prenaient en photo et elle est passée devant moi et elle m'a dit « Tu t'iconises !» Elle s'appelle Alexandra Sénès, cette femme. Et elle m'a dit « Tu t'iconises !» Et c'est la première fois que j'ai entendu ce mot.
Et elle avait vu tout de suite qu'il y avait tous ces gens autour de moi et que ça voulait dire quelque chose. Et après, il y a eu les cheveux blancs. Et les cheveux blancs, je pense que ce qui a fait que ça m'a transformée en mini-icône, c'est que j'ai eu un processus lent de mise aux cheveux blancs. Je me souviens, j'avais posté une photo avec juste quelques centimètres, on va dire 1,5 centimètre au-dessus du crâne. On voyait le blanc et j'avais dit jusqu'ici tout va bien. Et depuis ce moment-là, les gens ont suivi. J'ai pas coupé mes cheveux. J'ai coupé un petit peu, mais je laissais. Et je suis devenue comme, c'était pas beau, hein, mais je suis devenue comme un zèbre. Et j'ai laissé en me disant, il faut que j'ai le courage de le faire. Et c'est comme ça qu'on gagne ces galons d'icônes. Parce que je me suis dit, il faut que j'ai le courage de le faire pour que les gens voient que ce que ça veut dire. Voilà, qu'ils aient le sens. L'icône, on parle pas d'icône religieuse, mais l'icône, pour moi, c'est quelqu'un qui est chargé de sens. Donc là, il voyait le sens de tout ça. Et ça a été la même chose quand, en octobre 2021, on cherchait quoi faire avec elle depuis l'été sur moi pour un livre qui sortait. Et j'ai dit, c'est un livre sur la nudité. J'ai qu'à poser nu. Personne de elle n'était sur ce shooting. Ils ont vu les photos après. Et ils les ont trouvées à la fois réussies, parce que le photographe était extraordinaire, donc c'était difficile de ne pas les trouver réussies en tant que photo. Et puis moi, je pense qu'ils ont trouvé réussi aussi, moi, mais ils étaient un peu mal à l'aise. Je comprenais que tout en trouvant ça très beau, ils se disaient, et on peut peut-être pas le mettre en couverture. Je comprenais qu'il y avait une hésitation, avec beaucoup de tact. Il me disait, on a déjà un engagement avec une autre couverture. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait des couvertures de elle. J'ai fait mes propres couvertures de elle, que j'ai mises sur mon compte Instagram et qui ont fait le tour du monde. Elles ont même été repostées par Vogue. Vous vous rendez compte, ça arrive jamais. C'est encore le courage de proposer du sens par son être, en fait, sans parler, juste en se mettant comme ça nu. Ça voulait dire, cheveux blancs, toute nue, 58 ans, ou 59 même, donc faites vos comptes, quoi. Et ça a marché. Et donc aujourd'hui, un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai lu que c'était une icône de mode, n'importe quoi. Mais c'est quelqu'un qui me connaît, c'est les gens qui vous connaissent depuis la nuit des temps. Ils ont du mal, en fait, à voir que vous avez pris cette espèce d'importance. Mais moi, je sais, par exemple, ce matin, en venant vous retrouver, la personne, je vais la poster tout à l'heure, donc, mais la personne va se reconnaître. En venant, il y a une jeune fille, elle courait, elle est arrivée essoufflée. C'est pas une jeune fille, hein, c'était plutôt une femme. Elle est venue, elle arrivait en courant, et elle m'a dit, je peux pas. J'ai dit, j'ai pas pu. Moi, j'écoutais de la musique, donc j'entendais pas qu'elle essayait de m'appeler. Et elle était, la pauvre, complètement essoufflée. Elle m'a dit, c'est pas possible que vous passiez dans la rue sans que je vous arrête, etc. Faut que je vous dise à quel point c'est important ce que vous êtes. Et j'ai parlé avec elle. Du coup, on a fait une petite vidéo toutes les deux. Et elle reprenait son souffle. Elle m'a dit, c'est pas possible. J'ai jamais été dans un état comme ça. Donc, alors, est-ce que j'ai pété un câble que je me dis, ouais, c'est dingue, je suis une icône, c'est trop fou. Non. Parce que si c'était ça, je ferais pas ce que je fais avec cette femme. J'accepte. Je sais que mon travail, tout ce que je construis, c'est aussi de libérer d'une façon complètement différente de ce que font d'autres femmes et qui le font très bien. Mais moi, c'est une façon de libérer les femmes de quelque chose. Et au bout du compte, je pense aussi du fait d'être seule. En fait, souvent les gens, avec beaucoup de tendresse, ils disent sur mon compte Instagram, il y a une solitude. Une solitude, pas du tout pénible, mais c'est vrai que c'est la réalité que je suis quelqu'un de seul. Et je pense que ça, les gens, ils se rendent compte que on vieillit, on va pas mourir tout de suite là. On est seul, on va pas mourir tout de suite. On a les cheveux blancs, on a des rides, on va pas. Il y a pas mort de femme, quoi, comme on dit. Il y a pas mort d'homme, quoi. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai 33 ans. Quand je vous vois, il y a
une libération, quoi. On se dit, on a besoin de modèles comme ça parce qu'on en a tellement peu et on en a besoin dans la mode parce que dans les magazines, encore une fois, il y en a pas assez. Et d'ailleurs, si ça faisait partie de mes questions, comment la mode, de façon générale, voit les cheveux blancs? Parce qu'on n'en voit presque jamais. La mode, elle bouge. Et donc, des cheveux blancs, il y en a de plus en plus. Elle est en train de comprendre comment montrer des femmes de mon âge. Mais elle y est pas. Elle y est pas encore. Vous savez, quand on montre une femme de mon âge, je mets mode et publicité en même temps. Hein, enfin, tout ce qui peut représenter des vêtements. Quand on veut montrer une femme de mon âge, ou plus âgée, ou un peu plus jeune, c'est-à-dire une femme qui n'est pas complètement lisse, quoi. La tentation est grande. Et on l'a vu, moi je l'ai vu quand moi je faisais mes photos pour elle. Il y avait la campagne Darjeeling avec cette fille cette femme avec les cheveux blancs, et que j'ai trouvé incroyablement courageuse de faire la photo qu'elle a faite. C'est une façon de montrer les femmes qui est où on dit voilà, c'est comme ça en fait. À cet âge-là, c'est comme ça. Je trouve qu'il faut des gens qui fassent ça. C'est un genre de photo. Moi, c'est pas mon genre. Et j'ai profond respect pour ce qui a été fait là, mais c'est pas mon genre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que je vois pas pourquoi on sublimerait une jeune fille de 20 ans et qu'on sublimerait pas une femme de mon âge. Mais parce que moi, je suis vraiment une bête de mode. Je suis vraiment à l'intérieur du système de la mode. Donc, quand j'ai fait mes photos nues, je voulais que ce soit ambiance Irving Penn, vous voyez, le grand photographe de mode. Je voulais que ce soit comme un elle des années 80 ou des années 60, quoi. Plutôt même des années 60. Que ça fasse complètement rêver, qu'on se dise, waouh, quoi. À la limite, qu'on se dise, mais elle est retouchée cette photo ou pas? Alors qu'on avait dit qu'on retouchait pas. Il y a un point de mes fesses qui est retouché sur une photo où je suis de dos. Il y a un endroit où ça faisait pas beau, ça faisait comme un pincement. C'est vrai que ça me pinçait le cœur de le voir, quoi. Donc mais sinon, c'est pas retouché. Donc, je pense que cette sublimation de cette femme, de cet âge, il suffit pas de dire, ben voilà, c'est beau d'avoir cet âge-là. Ça, je pense que c'est une partie du travail. Et donc, il est fait par des marques, par des gens. Mais après, on n'y est pas. J'arrête pas de dire ça parce que c'est quelque chose qui me frappe tout le temps. On éclaire mal les femmes de mon âge. Moi, je trouve que elles sont éclairées de manière trop blanche. Il y a un truc qui est complètement, elles font comme des cadavres comme ça. Il y a aussi un truc qui je trouve, et alors on n'a plus le droit de dire ça parce que comme absolument tout aujourd'hui, et c'est normal, on se dit chacun fait comme il veut. Donc la fille qui s'est complètement lissé la gueule à la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, vous pouvez plus dire, elle s'est lissé la gueule à la chirurgie esthétique immédiatement. On dit quoi? Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Mais j'ai quand même le droit de trouver ça inquiétant. Moi, quand je le vois, je ne dis pas que ce soit inquiétant pour sa vie. Ça se trouve, elle est très heureuse. Mais moi, ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire que si je vois passer une femme et devant moi en vrai, en chair et en os, et que j'ai l'impression que c'est un filtre, je suis mal à l'aise en fait. Surtout quand on me dit que c'est ça la beauté, en fait. Parce que pour moi, la beauté, quand je vais voir l'exposition de Georgia O'Keeffe au musée, que je suis allée à cet automne dans l'exposition de Georgia O'Keeffe au musée Georges Pompidou, eh bien, il y a les œuvres de Georgia O'Keeffe, et puis il y a ces énormes photos d'elle partout, énormes. Elle est bourrée de rides, elle est sublime. Donc, si vous voulez, il y a... En fait, il faudrait pouvoir montrer des femmes comme Georgia O'Keeffe, sauf qu'il faut les trouver. Les femmes qui ont vieilli en assumant, enfin, même si la fille, je dis moi toujours la fille au lieu de la femme, même si elle a fait plein de chirurgies esthétiques, on a envie qu'elle se mette quand même, qu'elle essaie pas de faire un âge qu'elle n'a pas par tant d'artifices, quoi. Moi, ça me gêne. Et je trouve que si les femmes ont peur de vieillir, c'est parce que nous avons eu comme icône nous avons eu comme référent et icône des stars de cinéma qui ont quasiment toutes refusé de vieillir. Pas toutes, Dieu merci, mais quasiment toutes. Donc aujourd'hui, ces femmes, c'est nos modèles. Et ça va pas en fait.
Ça va pas. Je les trouve cadavériques d'aspect. Elles me font peur. Et je comprends. Et pourquoi, d'après vous, la mode n'arrive pas à sublimer correctement les femmes de plus de 50 ans ? Déjà, je voudrais juste ajouter, parce que je viens de dire que ces femmes entièrement refaites me faisaient peur, mais je dois reconnaître que je leur fais aussi peur, moi. Parce que je suis comme le portrait de Dorian Gray. Je suis dans la cave. Ta tête, c'est celle de Sophie Fontanelle, en fait. C'est ça que je vois passer dans leurs yeux, qui gigotent quand elles me regardent. Elles sont effrayées. Parce que on a le même âge, ou parfois même je suis plus jeune qu'elles. Donc voilà, je voulais faire cette petite précision. Reposez-moi votre question, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Je vous demandais pourquoi la mode n'arrive pas à correctement sublimer les femmes de plus de 40, 50, 60 ans, contrairement aux jeunes femmes, aux jeunes filles de 18, 20 ans. Parce que la mode, elle prend les femmes et elle les fétichise. Donc, et ils ont du mal à fétichiser les femmes autrement qu'en sorcière, sexy, sur talons très hauts. Dès qu'une femme a les cheveux blancs, on la perche sur des talons super hauts. Et on lui met un corset, on fait comme si elle était dans un film d'Almodovar, et encore que Almodovar, à mon avis, aujourd'hui ne ferait pas ça. Mais on la transforme en une créature de cabaret, un peu dangereuse. C'est un ange de la mort, en fait. Voilà. Donc, et pourquoi pas ? Parce que ça peut être très sexy. Un jour, mon frère m'avait dit que il était tombé un jour sur une femme dans un bar, et qui était comme ça, avec un air complètement du rouge à lèvres, une jupe de cuir, avec des cheveux blancs, une femme peut-être de mon âge, ou peut-être un peu plus âgée, je sais pas. Et en fait, elle était tellement sexy dans sa face, sexy, avec des codes tellement évidents de sexy, que, évidemment, dans son cœur, enfin, je dis son cœur, c'est pas tout à fait son cœur dont il était question, mais disons que dans son cœur d'homme, il a fait femme. Ouais. Et ça l'a intéressé comme quelque chose de fétichisé. Ouais. Donc, moi, je plaide pour complètement autre chose. Je pense que, je dis toujours que je suis âge fluide, et donc je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller dans rien des caricatures actuelles. C'est-à-dire la caricature comment serait Dalida si elle avait, divine Dalida, vécu jusqu'à 75 ans, comment elle serait avec une espèce de fantasme, de projection donc de cette créature de cabaret. J'essaie de pas être là-dedans, et je déteste quand on veut me prendre en photo et qu'on veut faire ça de moi. J'essaie aussi de pas être non plus, étant donné que je suis en train de vieillir, j'ai le droit de m'habiller de la façon la plus extravagante possible, car c'est ainsi que je vais me faire remarquer. Je trouve que c'est un piège. C'est le piège d'une femme. Je vous parle que de gens que j'adore, parce que Iris Apfel, je l'aime énormément. Et puis Iris Apfel, elle n'a pas 60 ans, elle a plus de 90 ans là. Et donc je me dis, j'ai pas envie non plus d'être cette vieille femme, on va dire galériste et originale. Voilà, j'ai pas envie d'être cette femme-là. Je trouve que c'est encore des conventions. En revanche, il y a quelque chose de possible. Il y a une espèce d'intrépidité à avoir. Je trouve que ça se joue aussi dans les chaussures qu'on porte. Pendant longtemps, hommes et femmes qui vieillissaient n'osaient pas se mettre des baskets, continuaient à... je trouve que, moi, toutes les femmes que j'adore et qui vieillissent bien, elles ont pas mal aux pieds, en fait. On vieillit pas bien quand on a mal aux pieds. Et en plus, quand on vieillit, on a très facilement mal aux pieds. Donc, j'aime aussi beaucoup. Je fais beaucoup ça l'été. J'ai une copine qui me dit, moi, elle a 44 ans. Elle me dit, moi, je veux plus montrer mes bras parce que non, là, mes bras, c'est plus ce que c'était. Alors ça, moi, je suis très contre ça. Je dis pas du tout qu'il faut se mettre parce que moi, j'ai presque 60 ans.
j'ai du mal à me mettre en mini-jupe. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je comprends pas. Mini-robe, l'été, ça va. Parce que on revient de la plage, mais l'hiver, mini-jupe, collant, j'y arrive pas, en fait. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Mais en revanche, l'été, moi, je montre mes bras. Tout le monde a vu maintenant sur les photos de elle que j'avais pas, mes seins étaient soumis à une sorte de pesanteur, en fait. À part que c'était déjà le cas quand j'avais 20 ans. Mais je m'en fous. Je me mets des petits tops en soie très jolis. Je pense qu'en fait, nous ne devons pas avoir honte de notre corps quand on vieillit. Donc il faut le montrer, mais il faut aussi savoir ne pas l'exhiber. Enfin, c'est compliqué, quoi. Faut savoir savoir exactement. C'est une histoire de goût. Faut savoir quoi faire. Ouais. Et moi, je sais que comme je suis quand même assez menue, si je me mets la mini-jupe, des collants noirs, et ça fait comme si je voulais être une vieille jeune, vous voyez, ça marche pas, en fait. Et puis on a toutes des complexes aussi, alors il faut s'en débarrasser, mais parfois c'est pas évident. C'est pas une histoire de complexe de pas montrer ses jambes, parce que les jambes, ça vieillit doucement, hein, ça c'est encore un truc qui tient le choc. Mais non, c'est pas une histoire de complexe, c'est une histoire du message qu'on veut envoyer. Moi, j'essaie toujours d'envoyer le message de quelque chose de. Je ne veux pas faire fausse jeune, mais je veux garder une espèce de juvénilité. Et de liberté. Oui. Et j'adore quand je vois les jeunes filles, en mini-jupe. Moi, maintenant, à mon âge, quand je vois une jeune fille, je me dis, mais qu'elle profite, quoi. Qu'elle profite de ce moment où on peut, quand je les vois s'emmerder, à mettre des brassières énormes parce qu'elles ont peur d'être seins nus, parce que maintenant c'est comme ça l'ambiance. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'elles profitent de leur liberté, qu'elles profitent de cet âge où en fait le corps est si beau que il peut jamais être obscène en fait, parce qu'elles le pensent, les jeunes filles. Ouais, et puis parce que le regard de la société sexualise beaucoup le corps des femmes, quoi. Aussi. Quand on voit les crop tops qui sont interdits, parce qu'il y a un regard un peu sexuel, non, sur le corps de la femme. Oui, mais une jeune fille, pour se construire, elle a besoin de pousser le curseur de la féminité. Elle a besoin de se prouver qu'elle est fière de son corps. Elle a besoin d'être encouragée à ça. Et évidemment qu'elle ira peut-être à des moments, exactement comme je vous racontais que moi c'était raté quand j'étais plus jeune. Elle va faire des erreurs. On les connaît toutes ces erreurs. Elle va trop se maquiller alors qu'elle a des magnifiques yeux et qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Mais il faut qu'elle fasse tout ça faut se chercher pour se trouver, quoi. Et quand je disais qu'elle n'était jamais obscène, je veux pas dire que après on l'est. Mais je réfléchis juste à quand on est si jeune, on vous dit mais attention, c'est trop sexy, etc. Mais bah oui, la jeunesse, c'est très attirant. Et comment votre campagne pour le L a-t-elle été perçue par le grand public et notamment les femmes? Parce qu'il me semble que sur Instagram, vous aviez partagé un peu des retours. C'était, il y avait un peu des deux côtés, quoi. Des femmes qui vous ont encouragé, qui ont dit c'est génial, c'est libérateur, et d'autres qui étaient plus sceptiques. Bon, à 98%, c'était positif. Ah. Mais même, ça a été une stupeur pour moi. Ah ouais. C'est que dans la rue, les femmes, elles brandissaient leurs pouces comme ça pour dire que c'était super. Tout le monde a trouvé ça. Quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps, une jeune fille, elle a 26 ans, elle m'a dit en fait, on attendait tous qu'il se passe quelque chose comme ça. Donc tout le monde a été positif. Sur Instagram, c'est que Twitter, à un moment donné, les images sont allées sur Twitter. Parce que quand elles ont fait le tour du monde, elles ont fini par aller sur Twitter en news, en fait. Et là, sur Twitter, il y a des gens qui continuaient de dire que trouvaient ça très bien. Mais alors là, vous avez tous les haters. Et alors là, quelqu'un m'a dit, il faut surtout pas que tu les lises, etc. Un soir, quand même, je suis allée regarder. De toute manière, tout le monde va voir. Et puis, j'ai vu
quelqu'un qui disait j'aurais préféré pas voir ça avant de mourir. Et là, j'avais mis sur Instagram, j'ai fait une capture écran du message Twitter que j'ai emmené sur Instagram de quelqu'un qui disait vieille peau, va faire du porno avec ta vieille peau, avec ton vieux cul dégueulasse. Enfin, un truc. Moi, violent quand même. Hein. Mais pas une seconde, ça me blesse en fait. C'est-à-dire que comment voulez-vous qu'en bougeant les choses, en voulant changer les choses, on n'est pas des gens qui réagissent comme ça? On sait ce qu'on fait. Et encore, il y en a eu très peu. Parce que je pense que dans l'ensemble, les gens comprenaient que c'était très courageux de faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui dit ça, la vieille peau. En fait, ce que j'aimerais, c'est montre-moi une photo de toi nu. Et puis, on va regarder, en fait, on va comparer, en fait, comment on est. Parce que souvent, les gens, c'est d'eux qui parlent. Vous savez, quand on est enfant, on dit c'est celui qui dit qui est. Hein. Et je pense que cette personne... voilà. Oui, vous lui avez renvoyé un peu ce qu'elle était et ça l'a bousculé, quoi. Quand vous vieillissez, vous-même, vous pensez à des moments que vous êtes une vieille peau. Donc, c'est pour vous dire à quel point est-ce que je suis apaisée, parce que il a beau me le dire, en fait, tu m'apprends rien du tout, en fait. Je sais très bien que c'est plus comme quand j'avais 20 ans. Moi, je suis pas en train de dire attends, mais il y a un nouveau modèle de sexy qui va arriver, ça va être mon cul. Je suis pas en train de dire ça. Et j'ai pas du tout envie de ça, même dans ma vie, en fait. C'est pas du tout le propos. Je suis en train de dire, il y a quelque chose qu'il est injuste de cacher dans les marques du temps qui passe. Et qui est plus qu'injuste, qui est indigne de cacher. Parce que c'est ça qui fait que les personnes âgées sont si loin de nous après. C'est qu'en fait, c'est comme ils s'éloignent, on les voit plus leur corps. Il y a que les gens comme moi et comme peut-être plein de gens qui vont nous écouter, qui se sont occupés d'un parent, qui ont donné le bain à quelqu'un qui pouvait plus prendre son bain tout seul, etc. Il y a que ces gens-là qui savent où on va et quelle est la réalité de ce corps. Sinon, c'est pas montré, c'est caché. Donc moi, tout ce que je fais, c'est de désinvisibiliser ça. Et évidemment, je le sais que c'est moi-même, si vous voulez, quand je vois il y avait une jeune fille dans le restaurant où j'étais, elle avait une espèce de jupe crayon. Elle avait des dreads, était noire, elle avait des dreads absolument sublimes, une jupe crayon, une ligne de son corps, et des grosses boots avec. Et je regardais ce corps, mais moi, j'ai envie de me mettre moi aussi une jupe comme ça. Et puis tout d'un coup, je fais, ah oui, mais moi, j'ai pas du tout son âge. Ça va pas rendre pareil, en fait. Donc, je le sais que le temps passe. Mais quand même, elle me donne du courage, cette jeune fille. Et cette campagne-là, vous l'aviez pensée comme un acte militant dès le départ, presque? Moi, je réfléchis jamais à militant, pas militant. C'est juste que je mets les pieds dans le plat si tout d'un coup, je juge que ça me correspond de mettre le pied dans le plat. C'est-à-dire que c'est ma nature. C'est que plutôt que de dire que c'est injuste que les femmes soient pas montrées, je vais me débrouiller pour qu'on en montre une. En l'occurrence, moi. Mais plutôt que de dire mais non, mais vous vous trompez, en fait la mode c'est pas superficiel, je vais faire mes posts Instagram en donnant du sens à la mode. Je me vois plutôt d'une certaine façon comme activiste. On a l'impression que c'est militant, mais je me vois comme une agissante, quoi. Voilà. Mais oui, vous prenez le problème à bras le corps, quoi. Voilà. Mais j'agis. Plutôt que de dire qu'on est bâillonné dans la mode, on peut pas dire la vérité, je l'ai dit à ma manière, en essayant de respecter quand même les gens. J'essaie d'incarner cette liberté. Il y a certainement des moments où je suis pas libre, mais quand même, je vois que je suis pas mal. Je vois que je suis de plus en plus, parce que des tas de situations où avant j'étais coincée, où je me disais, là zut, je peux plus bouger. Tout d'un coup, je me dis, en fait, si je peux bouger. Parce qu'en fait, j'ai pas peur. J'aurais pas peur de perdre mon travail, par exemple. Vous voyez, c'est un luxe dingue. C'est pour ça que je vous dis, je ne fais pas la leçon, loin de là. Mais juste, ça fait peut-être du bien à des gens de voir qu'il y a des gens comme moi qui peuvent être
à ce point libre. Voilà. Ouais. Et vous pensez quand même que grâce à tout ça, ça va faire bouger les choses, que la mode va dans le bon sens, pour conclure sur ça, parce que vous dites, c'est vrai qu'on le voit encore pas assez, ça n'a pas assez bougé, mais vous pensez quand même qu'on va y arriver pas dans 20 ans, quoi, je veux dire À la mode sur l'âge, elle est en train de bouger. Ouais. Elle est en train de bouger sur plein de domaines. Sur l'âge, sur la diversité dans tous les sens du terme, elle est en train de bouger. Beaucoup avec les femmes, car dans les défilés hommes, vous voyez toujours pas un petit gros défilé. Hein. Ce serait une aberration. Donc on voit bien qu'en fait la mode est quand même, elle est opportuniste. Voilà la mode. Elle fait exactement quand elle sent le vent, hop, elle fait les choses. Elle va continuer à bouger sur la question d'âge, ça j'en suis sûre. J'ai vu ce signe-là quand il y a eu un défilé Balenciaga où tout le monde est sorti en disant les mannequins avaient des têtes bizarres, ils étaient étranges. Et personne n'a réalisé qu'en fait ces mannequins, il y en avait peut-être une moitié qui avait plus de 45 ans en fait. Et je me suis dit, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'il avait réussi, Demna, le directeur artistique de Balenciaga, à modifier l'âge des mannequins sur son podium sans qu'on parle de ça. C'est très fort. Donc ça bouge et ça va continuer à bouger. Après, la mode, pour tout ce qui est éco-responsabilité, évidemment qu'elle est en train de bouger, encore une fois, parce qu'on lui a mis le nez dans le caca. Certains groupes l'ont fait parce que des gens intelligents leur ont dit « Attention, sinon vous allez avoir vite le nez dans le caca ». Donc ils ont bougé avant les autres. Mais tout le monde bouge parce qu'il est obligé de bouger. Ouais. Et malheureusement, je me fais pas trop d'illusions sur l'envie de gagner beaucoup d'argent du monde de la mode. Et je pense que là, les défilés femmes vont recommencer avec moins de jauge. Donc, il va de nouveau y avoir possibilité d'avoir beaucoup de monde. Ça va peut-être pas être cette saison-là, ce sera la saison d'après, mais ça va repartir comme en 14. Maintenant, la mode a compris qu'elle pouvait vendre des NFT, hein, donc elle peut vendre des vêtements qui n'existent pas, que c'est amusant, un peu comme on a une action en bourse, quoi, de posséder quelque chose qui n'existe pas et en plus qui ressemble à un vêtement. C'est comme si une action Eurotunnel à l'époque ressemblait à un pantalon magnifique. Voilà, à la chemise de Mick Jagger, forcément, ça la rendrait très attractive. Il va y avoir, quelqu'un m'a dit, ça va moins polluer le monde de la mode, puisque les vêtements n'existeront pas. Mais ça va polluer le cerveau des gens qui aiment la mode. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, vous l'avez dit, un des plus gros problèmes, c'est la surproduction. On a trop de vêtements, c'est ce que vous avez dit au tout début de l'enregistrement. Et sur ça, vous pensez que ça va continuer? On va continuer à produire beaucoup ou il y a un éveil quand même? Il faut, pour peut-être apporter un lien entre tout ce qu'on a dit, si je relis ça à mon expérience personnelle, je dirais que si j'enlève le fait d'adorer les vêtements et d'aller m'en acheter, d'en désirer, et si j'enlève le fait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux et sur mon téléphone, je gagne beaucoup de temps, mais ce temps, c'est aussi un immense vide. Et si en plus de ça, j'ajoute le fait que nous sommes plus avec une sociabilité immense, nous ne sommes plus avec même des obligations familiales, beaucoup. Enfin, vous voyez, comme quand j'étais enfant et qu'il fallait tout le temps être en famille et tout ça. Si on enlève aussi le fait que on a une existence, on a une culture qui décline. Enfin, les gens sont moins cultivés, il y a moins de gens qui lisent, il y a moins de. Et on dit que les musées sont pleins de gens, mais c'est aussi toute une frange de population, voilà. Si on enlève à ça le fait que la vie spirituelle et de quoi, quand est-ce qu'on nous parle de la vie spirituelle? Alors c'est soit des filles qui font du yoga et assez vite on se dit bon ok, elle est complètement jetée quoi. En fait, ça c'est terminé à la balle des pierres. Après c'est après c'est des gens alors ils ont la foi et tout d'un coup ils vont assassiner des gens. Après c'est des prêtres et on se rend compte que ils sodomisaient des petits garçons. Enfin vous voyez, donc à un moment donné on a tellement besoin de trouver ce vide existentiel, de trouver ce qu'on en fait.
que si on ne trouve pas ça, si on ne trouve pas ce qu'on fait de ça, de cette pensée philosophique, en fait, si qu'on fuit de ce truc, les gens continueront de se ruer sur tout et n'importe quoi. Moi, la première, une fois j'ai vu, il n'y a pas tellement longtemps, votre moyenne était de 11 heures par jour sur mon téléphone, quoi. 11 heures par jour sur mon téléphone. Je me dis, mais comment c'est possible? Et quand je veux pas le prendre, le téléphone, parce qu'en fait, je peux tout à fait poster sur Instagram et ne plus y aller. Après, il y a les mails. Mais je pourrais réduire à 2 heures par jour. Je pourrais. Et le problème, et hier, quelqu'un a posté quelque chose qui m'a fait tellement rire. Il a dit, c'est l'histoire de ma vie. Je veux me coucher tôt. Je me mets au lit à 11 heures. Puis après, il y a capture écran 1 heure du matin. Il y a une capture écran où on voit une recherche sur Google, c'est How tall was Jesus? Donc, quelle taille faisait Jésus? Éclaté de rire, parce que c'est exactement l'histoire de nos vies. Ouais. C'est ça. On va aller chercher la spiritualité sur Google en cherchant la taille de Jésus à 1 heure du matin au lieu de dormir. Donc, c'est génial. Et d'ailleurs, How Tall Was Jesus serait un bon titre de livre. C'est vrai. Merci beaucoup. Je vais vous poser la dernière question rituelle du podcast que je pose à toutes les invitées. Avez-vous des modèles dans la vie? Je sais que il y a 2/3 des actrices de Hollywood interviewées répondent la même chose. Donc je vais avoir l'air totalement crétin, mais je peux vous dire en ce moment. Alors en ce moment, mon modèle, c'est Nelson Mandela. Parce que je suis en train de lire, tombé complètement par hasard un jour sur quelqu'un qui parlait de lui, du coup aller à la librairie, du coup discuter, et j'ai acheté l'autobiographie de Nelson Mandela. Là, j'en suis au moment où il entre en prison, ça fait 2 mois qu'il y est. Et Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, d'abord il va essayer la non-violence. Brièvement, il va essayer la violence. Parce qu'il est désespéré, il se dit on va pas y arriver avec la non-violence. Puis après, on sait que c'est quelqu'un qui revient à la non-violence. Donc pour moi, c'est un modèle parce que je suis quelqu'un de non-violent, mais j'ai quand même envie de péter la gueule à des gens. Donc il faut que je me raisonne. Et je peux quand même être méchante en fait. Donc c'est mon modèle. Je me dis peut-être un jour j'arriverai à avoir un tel sourire. C'est un beau modèle en tout cas. Ouais. J'aimerais bien un jour, dans mes rêves, vous me demandez un modèle, c'est parce qu'on veut lui ressembler. J'aimerais bien, lui, il y avait Johnny Clegg qui chantait. Ah si, Bonanga, et il est arrivé en dansant Nelson Mandela sur la scène. Voilà, là, c'est la gloire. Ouais. C'est vraiment la gloire, quoi. C'est vrai. Je pourrais faire ça avec Juliette Armanet. J'arriverai. Quand ce sera vraiment le dernier jour du disco. Très bien. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci à Sophie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.